Alors, je vais aller inviter Héloïse tout de suite. Et bonsoir. Coucou ma poulette. Ça va? Je suis contente de te voir, je suis contente d'être avec toi ce soir. Ben oui, moi aussi, carrément. Trop Comment ça bien. va? Ça va très bien, en pleine forme. Pas trop épuisée par ta journée d'hier? Non, jamais. Jamais. Et toi? Ça t'a mis en forme pour aujourd'hui? Pour Exactement, moi toujours en toutes forme. les questions que je vais... J'ai préparé mes questions. Moi, je suis sans rien, je prête au combat. Bah t'as raison. Nature peinture comme tu fais d'habitude, Exactement. comme tu Comme sais si bien d'habitude. faire. Totale Mm. confiance en toi, comme d'habitude. Ah. Bonsoir. Ah, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonsoir, bonsoir. Oui, tout de même. La belle Alizée. Une graphiste hors pair, je dis ça, j'ai rien. Ah, c'est bien ça. Parce que j'ai commencé Mhm. de faire mes propres oracles. Donc c'est bien, c'est bien Ben d'avoir écoute, des connexions à me refiler comme ça. C'est bien. une pépite. Bon, moi, je suis super contente de faire ce live avec toi. Ben moi aussi. J'ai hâte, hein, parce que c'est un sujet qui nous parle beaucoup à toutes les deux, forcément. Les gens vont comprendre un petit peu pourquoi Ouais. le live. Tu disposes de combien de temps? Ça risque d'être long. 1 heure max. On est bien, histoire de pas perdre tout Ouais, le monde. dans 1 heure, on va essayer de rentrer dans la case des 1 heure. Alors moi, tu me demandais comment je vais. Je vais très bien. Oui. J'avance aussi avec mon petit bonhomme de chemin, où j'ai plein de projets. Et oui, il va falloir que tu nous en dises plus aussi. Il n'y a pas que moi qui vais parler quand même. Salut Aurel. Il n'y a pas que toi qui va parler, mais quand même, c'est quand même toi l'experte du domaine médical parce que tu y as vécu. Donc, c'est plus toi qui va nous dire comment on peut aider les soignants. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je les côtoie au quotidien depuis ma plus tendre enfance. Donc, je sais quelle importance ils ont dans la vie des gens. Mais je sais aussi malheureusement que leur vie à eux, c'est très compliqué et qu'on ne prend pas forcément soin d'eux. Donc c'est pour ça qu'on est là pour en parler ce soir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va peut-être se présenter un petit peu. Oui. Qu'est-ce que t'en penses si je commence? Ah, oh oui, vas-y, lance-toi. Je prends la suite. Alors bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Virginie, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis coach hypnothérapeute, mais j'ai pas toujours exercé ce métier. Parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le commerce pour une grande enseigne de magasins que tout le monde connaît quasiment, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, on s'en fiche, jusqu'en 2016. Alors, en plus, pour cette société, j'ai eu multiples casquettes. J'ai été vendeuse, j'ai travaillé au siège au standard, j'ai travaillé au service informatique quand il a fallu renouveler tout le système de caisse. J'étais toute seule à faire la cohésion entre le service informatique, la logistique et les magasins. Et c'est à cette période-là où j'ai commencé un petit peu à sombrer, où je ne me reconnaissais plus, où j'étais plus épanouie, où je trouvais que j'étais pas reconnue ou que mes valeurs au travail n'étaient pas entendues. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, je me suis dirigée vers un gros burn-out, suivi d'une grosse dépression. Et puis en 2017, comme je n'écoutais toujours pas ma tête, hein, je n'écoutais toujours pas ce qu'elle me disait, tu n'es pas à ta place, tu n'as pas fait les bons choix, c'est pas ta vie, c'est pas les bonnes baskets. Mais change, tu dois faire autre chose. C'est pas ça qui t'animait quand tu étais petite. Et ben, je me suis retrouvée avec une grosse infection pulmonaire à l'article de la mort. Donc, je rentre à l'hôpital en 2017 et on pense que je fais une tuberculose. Donc là, on me dit, hop, dernier étage, devant le poste des infirmières. Ces chères infirmières et ces chers soignants, si chers à mon cœur. Où là, alors oui, elle récupère une patiente mal en point physiquement, mal en point psychologiquement, et en plus, je fais des grosses, grosses crises d'angoisse, des grosses, grosses crises de panique, et donc je ne dors pas la nuit. Donc la journée, je suis pas bien, et la nuit, je ne dors pas, donc ça devient très compliqué.
Et là, heureusement que j'ai le soutien. J'en parlais dans la description que j'avais faite, j'en parlais de cette fameuse infirmière où je l'entends un soir parler de ses propres problèmes. J'entends qu'elle va pas bien. Je l'entends dire à ses collègues. Et pourtant, à l'heure habituelle où elle prend son service, elle vient me voir, elle passe la porte, elle a le sourire. Enfin, je te jure, non, je pense à elle, j'ai envie de pleurer. Elle a le sourire Ouais. et je sais qu'elle va rester avec moi toute la nuit parce qu'elle sait que j'angoisse à mort. Elle sait que j'ai peur de mourir parce qu'on ne sait pas ce que j'ai. Et elle reste avec moi et elle oublie ses problèmes et elle écoute que moi. Et alors que moi, j'ai entendu 5 minutes avant qu'elle va pas bien, quoi. Et puis avant ça, j'ai mes parents qui sont décédés d'un cancer tous les deux. J'ai perdu très tôt mon pépé, j'ai perdu des tantes. Toute ma vie, j'ai été confrontée à la mort. J'ai ma fille qui est née avec un lourd handicap. Donc encore aujourd'hui, on va régulièrement à l'hôpital pour son suivi. Donc je les côtoie. Ils font partie presque de mon quotidien, de ma famille. Je tutoie le pneumologue de ma fille, on s'envoie des mails. Enfin, voilà. Donc, avant que ce soit des soignants, ce sont des êtres humains. Et malheureusement, bah, on oublie. On oublie. Quand on est patient et quand on est accompagnant pour nos personnes, on a tendance à oublier, malheureusement. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi on fait ce live ce soir, hein, parce que c'est notre quotidien, puis qu'aujourd'hui, on aide les gens. Donc, on a envie de vous aider ce soir, les soignants. On a envie d'être là près de vous, vous dire qu'on vous aime. Et Héloïse, à ton tour, tu vas te présenter. Et pourquoi je t'ai invitée, pourquoi il s'est passé ça entre nous? Pourquoi? D'abord, merci pour tout ce que tu viens de dire et ce partage qui est riche quand même et touchant. Donc, merci de te livrer quand même autant Je pour le fais les gens de plus qui en sont de plus. ma communauté. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être débuter par la fin, c'est bizarre, mais donc, du coup, Virginie et moi, on s'est rencontrés à l'école de coaching et pendant la formation hypnose. Donc, en fait, on n'a pas eu le même cursus dans le coaching, mais par contre, on a fait l'hypnose ensemble. Et ça a été personnellement un coup de foudre dès l'entrée dans la salle. Je l'ai vue, j'ai fait waouh. Je sais pas qui est cette femme, mais je veux lui parler. Par les gens qui me connaissent et ceux qui suivent mon Insta, vous savez que je suis plutôt du style spontané. Et voilà, et son sourire et sa douceur m'ont de suite interloqué et surtout sa pertinence. Et c'est vrai que c'est hyper agréable dans ce monde de rencontrer des gens aussi vrais, aussi bienveillants et aussi pertinents et piquants. Et moi, j'étais encore à l'époque infirmière pendant que je faisais mes études de coaching. J'étais en plein dedans. Et la conversation s'est faite naturellement entre Virginie et moi. Et ça m'a paru très particulier finalement d'avoir une telle écoute de quelqu'un qui n'était pas du monde soignant. Cette écoute, je l'ai de gens qui sont du monde soignant, mais elle qui, entre guillemets, était que patiente ou de l'autre côté, et ben ça a été rare ce type de discours et ça a fait du bien. Et il y a eu cet échange très très riche et puis plein d'autres choses évidemment. Et du coup, quand tu m'as invité, que tu m'as demandé de faire un live pour les soignants, évidemment que je dis oui. Et c'est surtout, ça montre bah, ta générosité, quoi. On s'est vu il y a un an et t'oublies pas. Et aujourd'hui, on est là, on fait un live ensemble. Donc rien que pour ça, merci Merci énormément. à toi d'avoir accepté. Et puis, d'être présente encore dans ma vie au bout de ces 1 an. Merci à toi. Je te jure. Ah, mais moi, une fois que j'apprécie les gens, je suis comme les morpions, on s'en sépare pas, c'est un enfer. Bon, si c'est ce lampion-là, j'en veux bien, ça va. Et ouais, je suis infirmière, j'ai un langage un peu cru, hein. Donc moi, du coup, c'est Héloïse, j'ai 33 ans, je suis dans la région Montpellier-Rennes. J'ai été infirmière pendant presque 12 ans, hein, 11 ans, 12 ans, avec un parcours assez riche. J'ai débuté dans la fonction publique par choix parce que je voulais soigner tout et tout le monde sans contrainte de quoi que ce soit. C'était vraiment dans mes convictions profondes. J'ai démarré par un service assez compliqué qui était la dermatologie, oncologie et soins palliatifs. C'est-à-dire que j'avais toutes les pathologies de peau, les cancers et les fins de vie associées. Donc, gros service pour une petite pépette de 20 ans, 21 ans. J'ai adoré, ça a été passionnant. Mais au bout d'un moment, le burn-out était pas loin, plus par épuisement professionnel et pour toutes les raisons qu'on vous dévoilera un peu plus tard dans le live. Et un autre de mes rêves, parce que infirmière c'était un de mes rêves, c'était de faire le tour du monde. Donc du coup, j'ai entamé un tour du monde où j'ai pas du tout été infirmière. Et après, en rentrant, j'ai repris ma blouse et j'ai vu que les problématiques n'avaient pas changé, quel que soit le service, quel que soit l'endroit, la région.
Les problématiques étaient toujours les mêmes. Donc, un peu comme Virginie, cette sensation de plus être accord avec mes valeurs profondes en tant que soignante. Et j'avais beau soulever des montagnes et avoir des équipes merveilleuses, ben, on a beau être des blouses blanches face à la machine de l'hôpital ou d'une clinique, c'est compliqué. Donc un jour, j'ai fait ce choix d'arrêter ce métier pour me lancer dans le coaching et prendre soin des autres, mais autrement. Donc me voilà maintenant coach et hypnopraticienne. Et la suite, eh ben, vous allez voir, Virginie va poser ses petites questions. C'est ça. C'est Voilà. que, du coup, effectivement, pour parler des soignants, et que ces personnes, ces êtres humains, prennent tellement bien soin de nous, quoi qu'on en dise, parce que, bah oui, quand on arrive dans un service, il y en a qui sont plus ou moins à l'écoute, plus ou moins Oui, doux ou pas. Il y a toutes sortes d'êtres humains, mais quand même, la plupart, ils sont là quand même dévoués aux autres. Et ça, faut pas l'oublier. Mais eux-mêmes ne sont pas bien accompagnés. Moi, j'en ai fait le constat parce que justement, quand j'entendais, vu que je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, bah, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, les brancardiers, enfin peu importe, même la oui, secrétaire à l'accueil, complètement. Complètement. il n'y a pas de structure pour les accompagner. C'est-à-dire que quand j'arrive et que je check, parce que c'est un peu comme ça, maintenant je check la secrétaire, ah, comment ça va? Ah, bah ça va pas, tu sais, j'ai été voir ma psy, puis je me rends compte qu'en fait, bah, ils vont voir d'autres soignants comme, j'allais dire n'importe quelle personne, oui, enfin, comme les patients, on va avoir notre psychiatre ou notre pneumo ou notre médecin traitant, mais ils n'ont pas de structure Non. adaptée à leurs besoins parce qu'en fait, ils arrivent avec leur vie à eux. Alors oui, on le fait tous, on travaille tous, et effectivement, on a tous nos problèmes, et quand on passe la porte de notre boulot, on est censé mettre la vie de côté, mais c'est quand même pas pareil. Moi qui travaillais dans le commerce, quand je passe la porte, si je fais un peu la gueule et que je souris pas forcément à une nana quand je lui tends son pantalon en taille 38, bon, c'est pas très très grave, tu vois, elle va pas en mourir, quoi. Mais Brutal. une personne, voilà, un patient qui est pas bien et qui a affaire à un soignant qui est pas bien non plus, du coup, c'est des énergies, ça c'est mon domaine énergie, voilà. C'est des énergies qui se rencontrent et le soin, ni pour l'un ni pour l'autre, n'est possible finalement. Le soignant ne s'épanouit pas dans son métier et le soigné, il ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir en quelque sorte. Et c'est ni de la faute du soignant, ni de la faute du soigné, pour le coup. Simplement, aujourd'hui, les structures telles qu'elles sont faites, il n'y a pas d'accompagnement spécialisé pour écouter un soignant dans son domaine personnel et comment ça se transfère dans son domaine professionnel. On fait pas la distinction, on lui demande en fait, bah, débrouille-toi. Tu vas, C'est tu ça. te débrouilles, et il va consulter son copain psychiatre ou son copain psychologue ou son copain thérapeute, enfin bon, peu importe, qui va lui donner les mêmes clés qu'à une secrétaire, qu'à un garagiste, qu'à une assistante maternelle. Or, je suis désolée pour ceux que ça va froisser, ce n'est pas pareil. C'est différent parce qu'on parle d'accompagnement dans la maladie, dans la mort, dans la souffrance. Et j'en sais quelque chose. J'en sais vraiment quelque chose pour l'avoir vécu de plein fouet. Et aujourd'hui, en plus, maintenant que j'accompagne moi aussi les gens en tant qu'hypno, je vois bien qu'il faut être bien, qu'il faut être épanoui, qu'il faut être équilibré. Sinon, on ne peut pas aider correctement la personne qui est malade. C'est pas possible. Et on en souffre personnellement et la personne en face, elle empathie. Donc, à l'époque, à l'école, je sais qu'Héloïse, elle avait un projet qui, moi, quand elle m'en a parlé, il n'était pas encore construit, c'était encore de l'ébauche dans sa tête. Je lui ai dit, mais fonce, on a tellement besoin de ça, parce que justement, j'avais en mémoire tous ces moments passés avec ces infirmières, ces aides-soignantes. Et je me souviens, un gars d'un jour, le pauvre, c'est un employé de ménage, en fait, le pauvre, qui m'entend respirer, mais vraiment difficilement. Et en fait, je lui montre, parce que je peux parler, que j'ai une douleur dans le cœur. Et lui, le pauvre, il passe juste là, il passe le balai, quoi. Et il n'y a personne dans le couloir. Hein, et il prend la machine, tu sais, pour écouter, enfin, pour mesurer, tu sais, l'électrocardiogramme, quoi, tu vois, qui était dans le couloir à côté de ma porte. Parce que, bon, bah, fallait me suivre régulièrement quand même. Et donc, du coup, il se dit, bon, bah, je vais faire l'infirmier, quoi, tu vois, faut la rassurer, cette pauvre dame. Il me branche le trou, sauf qu'il n'avait pas branché au mur la prise. Et moi, je le vois, mais je ne peux pas lui dire. Mais petit chou, c'est pas son boulot, quoi, tu vois. Bien Donc, en sûr. fait, on en arrive là aujourd'hui, bah parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ces gens-là. Parce que l'infirmière, elle a 10 chambres à gérer à elle toute seule. Parce que l'aide-soignante, elle est toute seule et qu'elle doit faire 20 toilettes en 1 heure. C'est pas possible, quoi.
C'est pas possible. Et à côté de ça, ces gens-là, ils souffrent dans leur quotidien et on leur demande d'être à l'écoute, d'être disponible, de sourire. Bah non, je regrette. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, Héloïse, je voudrais que tu nous parles de ton programme, s'il te plaît, pour qu'on puisse aider mes chers soignants que j'aime tant. Alors, ça a un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'à la base de la base, je voulais créer une structure vraiment spécialisée pour les soignants, où il y aurait un peu de tout, mais que ce soit vraiment une espèce de maison d'accueil pour les soignants. La réalité m'a prise de plein fouet, donc ce n'est plus forcément d'actualité pour le moment, mais quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Par contre, mon envie profonde est d'accompagner les soignants. Et donc actuellement, je travaille avec Charlotte Kerbra, du coup de son nom, qui est une femme qui est une ancienne infirmière qui a créé des bilans de compétences spécialisés pour les soignants et qui, elle, pour le coup, dans son bilan de compétences, inclut complètement du coaching. Et c'est une des premières qui a compris cette problématique soignante et qui, du coup, offre une écoute adaptée aux soignants. C'est-à-dire que toutes les coachs, nous sommes toutes des anciennes soignantes, sans exception. Et donc là, en fait, les accompagnements que je fais, ce n'est qu'une partie de mes compétences et de mon entreprise, hein. Je fais d'autres choses. Mais une partie est vraiment dédiée aux soignants dans cet accompagnement et c'est un soignant qui parle à un autre soignant. La problématique, tu l'as très bien dite, c'est qu'en fait, nous, quand on a envie de parler, on va voir, comme tu as dit, psychologue, psychiatre, peu importe. Et moi, j'ai des collègues qui sont allés voir des psychologues et qui leur ont dit, bah, si vous n'êtes pas bien en clinique, vous avez qu'à faire du libéral, vous gagnerez plus. C'est la première chose qu'on entend. Première problématique, on gagnera plus, oui et non, hein, parce qu'il faut voir comment ça se passe le libéral, c'est pas la panacée d'il y a 30 ans. Hein. Faut savoir en libéral, je le précise quand même, que le premier acte est payé à 100%, le deuxième acte est payé à 70 ou 50% si je dis pas de bêtises, le troisième à 40 ou 30%, et après les autres actes ne sont pas payés. Donc si par exemple vous avez un patient à qui vous devez faire la toilette, à qui vous devez faire une injection, à qui vous devez faire une perfusion, à qui vous devez mettre les bas de contention, à qui vous devez donner les traitements, vous n'avez que le premier acte qui est payé à 100%, et ensuite c'est dégressif et vous n'êtes plus payé. Qui bosserait aujourd'hui bénévolement? Qui? Expliquez-moi. Et il y a plein de choses comme ça. Donc le libéral, c'est pas non plus la panacée, et c'est pareil. Le libéral, c'est totalement différent. On est chez la personne, enfin. Et moi, j'ai entendu ça. Et non, c'est pas le problème. C'est pas forcément qu'on veut gagner plus quand on est soignant. C'est qu'on veut travailler dans des meilleures conditions. Quand on est soignant, on sait qu'on est face à la mort. On sait qu'on est face à des corps décharnés. On sait qu'on va nettoyer du caca, du pipi. Et on est OK avec ça. Ça ne nous pose pas problème. On est complètement OK avec ça. Ce qui nous pose problème, c'est de devoir pleurer à notre cadre pour avoir suffisamment de protection pour notre petite mamie qui a une diarrhée. De devoir pleurer à notre cadre pour avoir des pansements adaptés pour des patients. J'étais en dermatologie et il me manquait des pansements adaptés selon les pathologies des patients parce qu'on n'avait pas d'argent. Ce qui me dérangeait, c'était pas les heures en 12 heures. Je savais que je bossais en 12 heures, je savais dans quoi je me lançais. C'était revenir sur mon week-end de repos alors que j'avais déjà bossé plus de 48 heures dans ma semaine, que j'avais fait 3 voire 4 jours d'affilée sans repos, en 12 heures. En termes de légalité, on n'est pas légal. Et que comme il manquait du personnel, tu dois revenir sur ton jour de repos. Mais tu le fais pourquoi? Ben parce que tu es soignante et parce que derrière, si tu le fais pas, tes collègues galèrent, mais surtout au bout, il y a des patients. C'est-à-dire que de base, quand tu es une infirmière pour 12 patients, ça va. Une infirmière pour 24 patients, tu fais comment? Et en fait, c'est tout ça qui est problématique. Et derrière, quand on l'explique, les gens, ils sont là, ah ouais, bah fais autre chose. Mais il y a ce truc de soignant où, et là, je vais rentrer, c'est deux notions que je vais aborder parce qu'elles sont importantes, c'est que on est à la base des bonnes sœurs. Les soignantes, les infirmières sont des bonnes sœurs à la base. Donc, il y a toute cette notion de culpabilité, de je dois, je dois, je dois, je dois. La sémantique est importante. Ouais. Et justement, sur la sémantique, quand on dit soignant, il y a soi et niant. Niant du verbe nier. Ça paraît idiot, mais tous les jours, on dit soignant, 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 soignant. Donc, en fait, on passe notre temps à se nier, nous. C'est ça. Et tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. L'infirmière, elle allait pas bien. Elle est arrivée dans la chambre, elle avait son masque d'infirmière. Bonjour, comment allez-vous, Virginie? Je suis là pour vous ce soir. Mais il faut savoir que ça a été le cas pour tous les soignants, évidemment, comme dans tous les métiers. Il Oui. y a des brebis galeuses, on va pas rentrer dans ce sujet-là, hein.
Mais moi, c'était pareil, j'avais mes 12 chambres, donc je passais une chambre, c'était une fin de vie, la chambre d'après, c'était un enfant, la chambre d'après, c'était une patiente qui avait un cancer, la chambre d'après, c'était juste un pansement. Et en fait, tu dois de chambre en chambre, en un quart de seconde, changer. Première chambre, bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Bon, là, en effet, ça peut être ces derniers moments. Chambre de juste après, coucou petit chat, comment tu vas? Viens, on va faire le bain. Et il faut qu'on garde ça. Et en fait, dans le soignant, on se nie soi. Donc, au début, en tant que soignant, on trouve un réconfort Mm. parce qu'on se sent utile, parce qu'on aide l'autre. Et il y a un moment donné où, à force de donner, 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 et de ne pas forcément recevoir ou du moins être entendu, on pète une douille. Et on en parlera plus tard, mais le Covid, ça a été le truc ultime, parce que nous, ça fait depuis la grippe aviaire, ça fait depuis je ne sais combien d'années, ça fait 15 ans qu'on alerte en disant le jour où il y aura une pandémie mondiale, on ne pourra pas l'assumer. Moi, j'ai vécu la grippe aviaire, j'ai vécu la grippe porcine, j'ai vécu Ebola. Déjà à l'époque, personne ne l'a su. Nous, on n'était pas en capacité de gérer. Donc évidemment, quand le Covid est arrivé. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est un peu- C'est un gros problème au niveau politique, la façon dont c'est géré aujourd'hui, en France et ailleurs, hein, parce que bon, on va pas se mentir, il n'y a pas qu'en France, il y a des pays où ça se passe mieux, mais c'est un gros problème parce que non seulement effectivement il n'y a pas la structure, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'accompagnement psychologique, et il n'y a même pas l'écoute. C'est-à-dire qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé, et on ne va pas parler de parti politique, on va parler de celui qui est en place, ce qui a été promis aux soignants n'a pas été mis en place. Alors, on a eu une prime. On l'a eu, hein. On peut en parler. Mais elle est totalement imposable. Donc en fait, comme elle est imposable, on perd, puisqu'en fait, du coup, on paye plus d'impôts. Ramené au prorata, on a perdu de l'argent. Voilà. Et Donc nos c'est congés n'ont pas été récupérés, hein. Tous les soignants qui sont partis pour le Covid, tous, hein, sans exception, on est arrivé, on a dit, OK, Noël, on s'en fout. Il y a des infirmières qui dormaient dans des hôtels pour ne pas contaminer leurs enfants parce qu'on savait pas encore ce que c'était. Aucun des congés n'a été rendu, n'a été. C'est du ouais. bénéfice. Et c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui on voit que ça recrute beaucoup. Oui, on a les pubs Ça maintenant sur recrute beaucoup. la télé. Mais le souci c'est que bah, les gens aujourd'hui ne veulent plus y aller. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus y aller parce que on est tellement dans un monde d'individualisme et de capitalisme. Donc tu parlais tout à l'heure de bien gagner sa vie, de se faire de l'argent, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aller s'occuper des autres et s'ignorer soi. Alors, c'est paradoxal parce qu'on nous prône, faut s'occuper de soi, faut s'épanouir. Hein, quand on est dans le développement personnel, Bien sûr. moi-même, hein, je le dis, c'est pas être égoïste que de se faire passer avant, etc. Mhm. Et je le dis aussi que l'argent c'est une énergie et que du coup après il faut le redistribuer correctement et que ça peut être très utile. Mais aujourd'hui on a ce problème. On a ce problème que les gens ne veulent plus s'investir parce que oui, c'est beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. Et puis surtout, on n'est pas aidé, on n'est pas écouté, et puis on se débrouille avec ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on propose quand on accompagne un soignant? Comment on l'accompagne bien? Alors, Comment on l'accompagne comme il faut? Et qu'est-ce qu'on lui propose? ben, du coup, c'est ce que, en partie avec Charlotte Kerbrach, on fait déjà pour le bilan de compétences. Et moi, à côté, puisque du coup, je me suis quand même spécialisée sur les soignants. Euh, Charlotte Kebra a vraiment trouvé le truc, c'est-à-dire qu'elle propose un bilan de compétences où soit c'est de la reconversion, soit derrière, on réapprend aux infirmiers à comprendre leurs besoins. La base, en fait, comment aider un soignant, c'est de lui réapprendre à s'occuper de lui et qu'il comprenne quels sont ses besoins. Les, tous les soignants que j'accompagne actuellement me disent, chacun à leur façon, je sais plus qui je suis, je sais plus où j'en suis, je suis bonne qu'à ça, je sais pas quoi faire d'autre et je peux pas abandonner le navire. Il y a un sentiment de culpabilité quand on est soignant et qu'on veut partir ou changer qui est totalement institutionnalisé et c'est troublant de voir la culpabilité liée à soit je veux arrêter infirmière, soit je veux changer de service. Et en fait, il est là le problème, c'est que tout fonctionne par la culpabilité. Donc, comment aider un soignant? Le déculpabiliser, Mm. avoir une vraie écoute active et surtout une écoute qui comprend la problématique soignante. Parce que la problématique soignante, c'est pas quelqu'un qui est en burn-out et aucune critique, hein, avec des horaires de bureau, des machins, des trucs. Euh, voilà, nous, il faut prendre en compte les horaires décalés.
Le fait de bosser les soirs et les week-ends, on le sait, hein, c'est pas un problème, mais il faut le prendre en compte dans la vie familiale, dans la cellule familiale. Il faut prendre en compte aussi la charge émotionnelle. Je dis pas que c'est pas grave quand tu te plantes, que tu as un super dossier en marketing à faire et que tu le plantes. C'est chaud parce que pour toi, c'est ta vie et je suis OK avec ça. Mais nous, si on se plante, si je me trompe d'injection, la personne, elle meurt. C'est ça. Si je mets trop d'anticoagulants, la personne a fait une hémorragie. Et c'est des choses qui arrivent et qui sont arrivées. Si je mets pas le bon dosage de glycémie pour un patient diabétique, ben, je peux le tuer. Mm. Et donc, en fait, en plus de ta charge émotionnelle à toi, tu récupères la charge émotionnelle de tout le monde. Et ces pauvres gens, ils ont rien demandé, ils s'en foutent de ta vie et ils ont raison, ils sont malades. Donc, en tant que soignant, tu te dois d'écouter l'autre, tu te dois d'être présent, tu te dois de l'accompagner au mieux. Et tu vas pas dire à une fin de vie, oh, ben, excusez-moi, là, mon mari, il m'a saoulé, votre fin de vie, ça verra plus tard. Non, évidemment que non. Sauf que toi, le soir, tu rentres et ce patient que tu as accompagné depuis 3 mois, bah, tu t'y es attaché. Que quand tu dois consoler une maman qui est en train de perdre son fils de 30 ans, et elle est là, la difficulté soignante, et c'est là où des fois les gens ne réalisent pas. Ils disent oui, t'as fait infirmière, tu l'as choisi. C'est comme si tu fais flic ou pompier, bah, tu fais flic, tu l'as choisi de te faire taper dessus. Tu fais pompier, bah, tu sais que tu vas te brûler la main. C'est pas parce qu'on sait dans quoi on se lance que pour autant ça excuse tout. Mm. Et après, du coup, ça va amener sur l'autre sujet. Je sais que tu as une autre question derrière, mais c'est qu'à un moment donné, le Covid, pour nous, ça a sacralisé énormément de choses. Et là, je vais être un peu piquante et attention, je fais exprès d'être piquante. Je respecte toutes les personnes qui ont très mal vécu ce Covid, vraiment, parce que je sais que ça a été très compliqué pour beaucoup. Mais nous, en tant que soignants, on n'a pas eu le temps d'être en dépression. Je sais que cette phrase est choc, mais nous, on n'a pas eu le temps. Pour tout le monde, c'était ah ben je vais faire mon sport, je vais faire mon souci. Ou pour certains, ça a été affreux parce ils n'avaient plus de connexion sociale et je le comprends et c'est horrible. Mais nous, on n'a même pas eu le temps parce qu'on se levait quand même à 4 heures du matin ou à 5 heures parce qu'on travaillait dans des conditions où on s'est mis des sacs poubelles. Je l'ai vécu. J'ai mis des sacs poubelles pour me protéger parce qu'il n'y avait pas assez de blouses. Parce que j'ai interdit à ma famille à Noël de venir me voir parce que j'avais peur de transmettre quoi que ce soit. Parce que j'ai des collègues atteintes de certaines pathologies qui ont chopé le Covid et qui ont eu des séquelles énormes et qui ont dit mais c'est pas grave, je suis soignante, faut que j'y aille. Et donc en fait, il est là le problème. Comment accompagner un soignant, le déculpabiliser, avoir une écoute et répondre vraiment à cette problématique et comprendre la problématique soignante. Et je dis soignant au sens large, tu l'as très bien dit. C'est aussi les secrétaires médicales, c'est les aides-soignants, c'est les brancardiers, les radiologues, les femmes de ménage qui font le ménage dans les hôpitaux. Mais vraiment, c'est au sens large. Donc ouais, c'est une écoute particulière et pour moi, il faut développer le coaching ou l'accompagnement spécialisé pour les soignants au sens large, au même titre qu'il y a des accompagnements spécialisés pour les gens qui font de la communication, qu'il y a des accompagnements spécialisés pour les managers. Je suis pas capable d'accompagner un manager. Un manager dans le soin, oui. Un manager d'une multinationale, bah non, désolé les gars, moi ça me parle pas. Donc oui, faut évidemment développer l'accompagnement pour les soignants parce qu'on en a besoin, et là je m'inclus dedans, parce que en fait, on écoute tout le monde, il n'y a pas de souci, mais nous, personne nous écoute. On avait essayé de se rattacher aux Gilets jaunes et tout ça. Mm. Tout le monde s'en foutait. Personne nous a écouté quand on fait des grèves. Tout le monde s'en fout. Oh, les fonctionnaires, oh, les soignants. Sauf que, excusez-moi de vous l'apprendre à vous tous qui écoutez ce soir, c'est que tous, sans exception, un jour dans votre vie, vous aurez affaire à un soignant. Si le système de santé s'écroule, c'est toute une société qui s'écroule. Bah, Tout simplement. on a pu le constater quand même. On a pu comprendre que les plus importants, ce n'était pas ceux qu'on croyait, effectivement. Oui, ils ont vite Que oublié. le système nous le présente, parce qu'au fond, on sait de quoi on a besoin quand vraiment ça ne va pas. On a Sarah qui nous dit, et toutes les soignantes qui vont tomber sur toi ont une chance inestimable, Héloïse. Une pépite. Je confirme. Et Je donc, ça y est, ça c'est bon. amène. Merci Sarah pour la transition, parce que ça amène à ma question du coup. Donc, toi, dans tes programmes, parce que moi, alors, ça me semble évident, peut-être parce que du coup, j'ai un pied dedans et un pied dehors, et puis que maintenant, moi aussi, en tant qu'hypno, du coup, j'ai pas la même approche. Alors, moi, enfin, je suis spécialisée dans le stress, les angoisses, l'anxiété et la dépression, mais j'ai des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer, j'ai des gens qui viennent me voir pour l'addiction au sucre, pour la perte de poids, pour toutes sortes de choses. Mais moi, ça me semble évident de séparer quand on va consulter. Alors, quand on est soignant et Oui. quand on va voir un psychiatre, j'ai envie de dire lambda,
Il va nous faire l'analyse telle qu'on le connaît, hein, la psychanalyse, d'aller revisiter, comme moi j'aime bien dire, le pipi caca. Donc on va aller revisiter l'enfance, puis alors, on va bien s'attarder dessus, puis qu'est-ce qui va pas. Mais on ne prend pas en compte le moment présent et pourquoi le soignant il va pas bien à l'instant T, maintenant, tout de Bien suite. sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Donc l'objectif, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que dans le futur ça puisse se débloquer? Alors oui, dans le coaching comme dans l'hypnose d'ailleurs, on va revisiter un petit peu le passé. Bien sûr. On fait le point, ok, là il y a eu un traumatisme, on va parler à l'inconscient, on débloque un petit peu le tout. Alors ça, c'était trauma, c'était comme ça, mais t'inquiète pas, c'est pas qu'on efface, mais en tout cas, on reprogramme, puisque le cerveau est une magnifique machine, est un magnifique ordinateur. On reprogramme, on se concentre sur l'objectif, et maintenant que tu as l'objectif, on va aller travailler là-dessus pour que tu atteignes ton objectif. C'est la différence entre les psychiatres, les thérapeutes et puis les coachs et hypnos, avec les thérapies brèves. Est-ce que, donc moi, ce qui me semble logique, c'est que si un soignant vient te voir, est-ce que tu vas faire la différence? Tu vas bien, donc ce que nous on appelle l'anamnèse ou alors la trame, en tout cas pour analyser le problème. Est-ce que tu vas faire la différence? Tu vas d'abord voir le problème comment systémique dans sa globalité et tu vas le traiter comme ça, ou alors tu vas pas décortiquer, mais analyser d'abord sa vie perso, voir si ça vient de sa vie perso, et ensuite tu vas aller analyser sa vie professionnelle et voir si ça vient de sa vie professionnelle, et tu vas traiter les deux indépendamment les autres, ou alors vraiment, comme je disais, en systémique, tu prends la globalité et tu traites tout comme dans le système, et puis voilà, chaque petite truc qui peut être réparé, tu le répares, quoi. Comment on peut s'y prendre? Et du coup, Alors, ça peut m'aider moi aussi pour les futurs soignants, peut-être que j'aurai à accompagner s'ils viennent pour complètement. la dépression. C'est quelque chose que, parce que moi, on vient voir, oui, je déprime, je suis en dépression, je fais des angoisses. Ok, et on fait des protocoles d'hypno. Mais du coup, ça peut être intéressant pour moi de me dire, ah d'accord, ok, mais du coup, on va séparer la vie perso et la vie professionnelle. Ou non, pas du tout, on reste en... Parce que ça, tu le sais, le protocole d'identité. Un soignant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est son identité. Il C'est est soignant. exactement. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, je suis soignant. Il va pas te dire, je travaille dans un hôpital et puis je m'occupe à... Voilà. Exactement ça. Tu as mis le point dessus. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que pour un soignant, tu vas pas dire je bosse comme infirmière, je bosse comme aide-soignante, c'est je suis aide-soignante, je suis infirmière, je suis. Donc en fait, ça fait partie intégrante de notre identité profonde. C'est dans notre identité. Donc du coup, pour accompagner au mieux un soignant, ben non, faut être dans la globalité. Enfin, faux. Il y a pas de recette miracle. Mais personnellement, je demande un constat global. Pourquoi la personne arrive? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? On est dans ce qu'on appelle dans le coaching le RPBD, donc la réalité, le problème, les besoins. Je décrypte vraiment, je prends l'ensemble, je vérifie, toujours le réseau de la personne, son entourage, est-ce que l'accompagnement, c'est elle qui le demande ou est-ce que c'est sous la pression d'autrui? Est-ce que c'est suite à un burn-out en lien avec le boulot ou est-ce que c'est plus sur du perso? Parce qu'en fait, comme infirmière ou soignant au sens large et dans notre identité, ce qu'on vit dans le pro a souvent des répercussions sur le perso, ou ce qu'on vit dans le perso, comme on ne veut pas le répercuter sur le pro, ça a malgré tout des incidences et ça peut faire des infirmières affreuses qui sont très fermées et très... Mais c'est vrai que moi, derrière une infirmière très fermée, je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi là? Il y a eu un truc. Donc, de manière générale, mais que ce soit pour les soignants et pour tout, je prends la globalité et ensuite j'adapte. Vraiment, j'adapte. Après, dans mes coachings, j'utilise l'hypnose. C'est pas du tout obligatoire. C'est une proposition que je fais dans mes coachings pour justement venir un peu dissocier et réassocier. Le soignant, ça fait partie de son identité, mais des fois, le soignant va se déterminer qu'au travers de ça. Et il en oublie son identité profonde. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre si le soignant détermine son identité qu'autour de son identité soignante. Et donc du coup, mon boulot, ça va être de lui rappeler qu'il existe autrement qu'en tant que soignant. Et à l'inverse, si le soignant ne veut surtout plus exister en tant que soignant, lui rappeler qu'il n'a pas à rejeter cette identité, qu'elle fait partie de lui, que c'est OK, mais que ça ne l'empêche pas d'évoluer. On peut être soignant pendant un temps et ensuite partir ailleurs. J'ai accompagné des soignants. Là, j'en ai une qui veut faire de l'aquarelle, une autre qui veut être fleuriste. C'est OK. Comme c'est OK je suis soignante, je suis paumée, mon service, ça va pas, mais je veux rester soignante. OK, bon, on va trouver un truc qui est plus adapté à toi. Donc, il y a vraiment cette notion de, tu check dans la globalité.
Et ensuite, tu essayes de soit réassocier la personne, soit en effet la dissocier pour que vraiment elle comprenne qu'elle peut exister autrement qu'en tant que soignant. Je sais pas si je suis claire. Alors justement, j'allais te dire pour les gens qui nous regardent, parce que moi ça me parle, hein, associer, dissocier en hypnose. En plus, bon, on peut parler de métaposition et de plein de choses. En plus, moi tu sais que j'adore la métaposition et que j'adore me promener partout. Ah, Mais l'hypnose, c'est une passion. comment on explique ça? Comment on explique ça à un soignant qui lui ne va pas comprendre que tu lui dises c'est ton identité, ça fait partie de toi, mais tu n'es pas que ça. Parce qu'il le vit au quotidien et il le ressent, c'est dans son être. Nous, ça fait partie de nos protocoles, de nos techniques d'accompagnement et on arrive à se dire, OK, donc parce que nous, on est dans la compréhension de l'être et de la personne, mais lui, il le vit, il le ressent, c'est une émotion, c'est son identité. C'est comme marcher, parler, dormir, manger, respirer. Comment on lui explique ça? Comment on arrive à lui faire comprendre comment tu l'amènes, toi, Hello, à lui faire comprendre que quelque part, il a le droit, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, il arrive sur son lieu de travail et il met son masque. Comment lui faire comprendre, comment on peut dire aujourd'hui à nos soignants sans qu'ils culpabilisent bah, tu vois, là, tu te dissocies de tes émotions, tu te coupes de tes émotions, or, tu as le droit. Ton masque, ok, tu mets ton masque et on le met tous les jours. On met tous un masque tous les jours avec nos enfants, avec notre Bien voisin, avec, sûr. voilà, quand on va travailler. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait normalement. Mais comment on peut faire comprendre à un soignant pour que du coup, quand il sort de nos accompagnements, ils se disent, OK, donc je suis avant tout une personne, OK, je suis un soignant, parce que comme tu dis, hein, c'est je suis, donc c'est vraiment l'identité. Euh, comment on arrive à lui faire comprendre ça? Ça va être au début de la gestion d'émotions. Ça va vraiment passer par cette notion de déculpabilisation, la gestion des émotions et puis la reconnexion à soi. J'avais lancé il y a quelque temps un hashtag je prends du temps pour moi. Parce qu'en fait, les soignants, de manière générale, ben, on prend soin de l'autre, mais on fait pareil à la famille, avec sa famille. On va prendre soin du grand-père, on va prendre soin de la grand-mère, on va prendre soin du frère, on va prendre soin de tes enfants, enfin voilà. Et finalement, on prend soin, et nous. Donc ça va être vraiment les amener par des petits trucs très concrets sans forcément lancer l'hypnose au début. Mais moi, je les force, mais je leur propose, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? C'est ma première question. Ben ouais, j'ai fait une balade avec les petits. Non mais pour toi, toi toute seule ou toi tout seul, c'est quand? Ah ben j'ai fait ça. Et en fait, souvent on se rend compte que la dernière fois qu'ils ont pris du temps pour eux, ben ça date et ça date et ça date. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de les ramener à faire des petits trucs très concrets. Ça peut être un massage, ça peut être une balade dehors, mais vraiment les ramener à reprendre un petit temps pour eux. Hmm. Et cette petite reconnexion à eux par des petits détails vont leur permettre de réaliser qu'ils peuvent se réaliser autrement qu'en tant que soignants. Hmm. Parce que là, on va rentrer dans le triangle de Karpman. C'est ça. On va pas rentrer dans les détails, mais triangle de Karpman, en gros, c'est un mec qui, la meuf, c'est un mec, voilà, qui a C'est décrit un un mec triangle. qui vous débrouille. Il a décrit un triangle et qui parle du sauveur, bourreau et victime. Et qu'en fait, on est tous un jour sauveur, victime ou bourreau. Pour faire simple, la victime, elle n'existe pas sans bourreau et sans sauveur. Le sauveur n'existe pas sans victime et sans bourreau. Et le bourreau n'est... Bref, c'est un triangle. On l'est tous à un moment donné. Clairement, les soignants, on a un gros syndrome du sauveur. On va pas se mentir. C'est ça. C'est ça. Bah oui. Et souvent, enfin, pour le coup, je parle au gré de mon entourage et des soignants que j'ai pu rencontrer dans ma longue carrière, les trois quarts des soignants, on a des vies pas possibles. Ouais. On a des vies avec des parcours où il y a un tel qui est mort, où on a vécu ça, on pense en fait réparer quelque chose en devenant soignant. Ouais. Et Tu il me est là vois le sur dilemme. quelque chose là. Il est là le dilemme. C'est qu'en fait, on veut à tout prix sauver les autres, mais avant de sauver les autres, sauvez-vous vous-même. Et là, je me le dis à moi aussi, puisque clairement, au début de ma carrière, j'étais dans un syndrome du sauveur au taquet. J'ai démarré par un des services les plus complexes pour finalement derrière comprendre qu'en fait, eh oh, au lieu de sauver la terre entière, essaye déjà de comprendre toi comment ça va. Et ce jour-là, et le jour où les soignants ont ce déclic-là, c'est révélation pour eux et c'est extase, quoi. Alors justement, est-ce qu'on en parle pendant les études de médecine, d'infirmière? Est-ce qu'on en parle de ça, de ce syndrome-là et du fameux triangle de Karpman? Est-ce qu'on a cette approche un peu de la psychologie et de On l'accompagnement? a des cours de psycho, le triangle de Karpman, non, pas du tout.
On nous parle de la charte du patient, du bien-être du patient. On nous parle beaucoup du patient et c'est normal et c'est la priorité évidemment, mais on oublie un peu le bien-être soignant. Et franchement, si on a eu 4 heures de cours de psychologie nous expliquant qu'il était important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, c'est le maximum. D'accord. En plus, moi-même, je donnais des cours à l'école d'infirmière. Quand j'étais infirmière, on peut intervenir des fois en tant qu'intervenant sans être prof. Et je demandais souvent aux profs et non, il n'y a pas forcément. Non, non. Ouais. Donc, tu penses pas que quelque part, les problèmes peuvent découler de là aussi? Parce que du coup, ils arrivent, on leur colle une. Alors, quand tu rentres, t'as pas forcément, quand tu rentres en tant que soignant, tu n'as pas forcément conscience de tes propres traumas. Donc, comme tu dis, il y a le syndrome du sauveur pour beaucoup. T'as pas conscience que tu fais ça par amour de l'autre parce que tu recherches aussi quelque part une reconnaissance et que les personnes que tu as pu sauver dans ton entourage, tu as envie de sauver du coup toute la planète. Est-ce que tu ne penses pas que du coup, justement, ça augmente aussi ce climat du mal-être des soignants parce que du coup, ils ne savent pas tout ça. Ils arrivent avec leur bagage et ils n'ont pas cette notion de psychologie. Est-ce que tu ne penses pas, pour le coup, et que ce que toi tu fais dans tes accompagnements pour le coup, est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre ça en place aujourd'hui dans les études d'infirmière, de médecine, de soignants Ah, complètement. Maintenant, alors moi, les études, je fais partie des anciens diplômes, Oui, mais donc ils ont tout rénové il y a maintenant presque 10 ans. Ils fonctionnent en module parce que c'est pareil. Moi, à mon époque, on faisait 3 ans et demi d'études et on était considéré que bac+2 puisqu'ils prenaient pas en charge les stages. Infirmière, pour faire une prise de sang, on n'apprend pas ça dans les livres, hein, faut qu'on pratique. Donc, ils ont tout rénové pour que les infirmières passent à bac+3. Ok, super. Donc, ils fonctionnent en module. Très d'accord. bien. Moi, je serais pour qu'il y ait en effet dans les études un module être soignant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Comment? Une gestion, en fait. Vraiment, gérer ma vie de soignant et ma vie perso et tout un pan psychologique. Mais je serais pour à fond. Actuellement, ça n'existe pas. Je Ouais. pense pas que ce soit dans les tuyaux. Mais je serais totalement d'accord. Totalement d'accord. L'espérance de vie, quand j'ai démarré ma carrière infirmière, des infirmières était de 7 ans. Quand j'étais infirmière, il y a encore un an, hein, elle était à 5 ans. Avec le Covid, on passe à 3 ans. Ouais. À un moment. Mais après, même dans ma famille, moi j'ai des gens dans ma famille qui m'ont dit, mais Héloïse, qu'est-ce que tu t'emmerdes à être infirmière, à être payée 1 800 € par mois, à bosser des heures pas possibles, les week-ends, les jours fériés, alors que tu pourrais juste faire de l'intérim ailleurs et faire du bâtiment. Et c'est vrai, hein, enfin, et je critique pas du tout. Tu gagnerais le double. C'est vrai. Non, mais à un moment donné, tu sais, t'en arrives à te dire, on est Oui, bête, en fait. Mais non. Et puis après, tu dis, bah non, c'est pas parce que la société prône et va financer d'autres personnes mieux que c'est moi le problème. En fait, quoi qu'on fasse, on nous apprend un peu finalement qu'on est le problème. Si à un moment donné, puis il y a cette pression aussi, hein, de quand tu es soignante et que tu dis, ben non, là, je remplace pas ma collègue, j'en peux plus, je prends mon week-end. Ah ouais, non, mais attends, mais ça va être la merde dans le service si tu la remplaces pas. Ouais, mais là, les filles, j'en peux plus, je veux profiter de mon week-end avec mes enfants. Ah bah super, tu penses vachement à l'équipe. ouais. On en revient à la notion de culpabilité encore une fois, quoi. C'est un engrenage pas possible en fait. Ouais. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on s'en prend plein la gueule et ça va pas. On quitte le métier. Moi, je l'ai entendu cette réflexion. T'arrêtes de faire infirmière, bah t'aimes plus les gens. Rien à voir. Rien à voir. Quand tu débutes infirmière, oh non, mais fais pas ça. Et puis, ah, le Covid, ouais, c'est bon, on n'en peut plus. Bon, en fait, quoi qu'on fasse, ça va pas. Bon, bah, au Ouais. bout d'un moment, les soignants sont un peu à bout. Après, attention, hein, ça reste un sublime métier. Et moi, s'il y a des gens qui veulent encore faire infirmière, je les pousse parce que mes plus belles émotions, je les ai vécues là-bas. Et ce que j'ai vécu en tant qu'infirmière, je ne le revivrai pas, même si le coaching, j'adore ça. Il est là le truc, c'est que c'est pas un métier, c'est une vocation. Ouais, c'est ça. Et c'est toute la nuance. Et on parle pas de papier, on parle d'humain humain. Donc Mm. forcément, quand on parle d'humain humain, va expliquer à un soignant des chiffres, nous, on ne comprend pas. On parle pas le même langage. C'est ça. C'est ça parce que ça devient du commerce finalement. C'est là, on en revient encore au côté politique, mais on nous demande de faire de la clientèle. Dans les cliniques privées, on demande de faire de la clientèle, de faire rentrer des lits. Ah oui, Voilà. l'ambulatoire est sur. Écoute, c'est simple, j'ai l'exemple, il y a 2 jours, mon frère s'est fait opérer du genou. D'accord? Clinique. Il a payé 74 € pour la chambre. Il a payé 150 € pour ceci. Il a payé 300 € de frais d'honoraires en plus.
plus je ne sais combien pour la première visite, le machin et tout. On est sur quasiment plus de 1000 balles supplémentaires. Ouais. Donc, là, voilà, au niveau dirigeant, on est d'accord qu'on n'est pas sur du soin, on est sur du pognon. On est d'accord. Et oui, mais après, il faut remercier. J'irai pas plus loin parce que voilà, c'est pas le but. Mais quand ils ont commencé à faire rentrer les capitaux dans les hôpitaux publics Mm. aussi, Oui, bien sûr. et que tout a été informatisé pour les soins, pas pour une rapidité des infirmières, mais pour coter nos actes. Mm. Bon, pour qu'en fait, nous, on clique des croix et chaque croix qu'on clique, si on la clique pas, c'est du budget en moins pour l'année d'après pour notre service. Elle est là la problématique. Après, j'ai bossé à l'étranger quand j'étais en Australie et je suis pas pour non plus, hein. La première chose qu'on demande en Australie, c'est pas la carte vitale, c'est la carte bleue, hein. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que en France. Ouais. Après, en France, on prône une santé ouverte à tous, ok, mais soit on y va jusqu'au bout, soit on n'y va pas et on explique aux gens, en fait. Mais, euh, mais à un moment donné, c'est là, on est paumé parce qu'on prône de très belles valeurs, on a un système de santé de base qui est sublime, mais là, il n'est plus viable. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc, pour faire un petit point et pour pouvoir accompagner au mieux nos soignants aujourd'hui, que ce soit dans une future structure qui sera peut-être créée, et je l'espère, hein, que tu vas pouvoir le faire et que, mais bon, tu accompagnes déjà aujourd'hui les soignants, donc c'est quand même un pas dans cette direction-là. Et j'espère que en France, je suis persuadée quand même qu'il y a d'autres choses qui se font et que on n'en entend peut-être pas parler, mais il y a peut-être des gens qui font ça Complètement, oui. d'ailleurs de façon bénévole, etc. Mais je suis persuadée qu'il y a des belles âmes qui le font. Mais donc, pour reprendre, donc pour accompagner un soignant qui vient nous voir et qui a besoin d'être accompagné parce que c'est un soignant, voilà, et pas parce que c'est une personne, j'ai envie de dire une personne lambda, parce qu'aujourd'hui on parle des soignants, donc voilà. Donc il vient nous voir, on va le recevoir et on va traiter sa problématique donc de façon systémique, de façon globale. On ne différencie pas sa vie privée de sa vie professionnelle, on écoute et on voit comment on peut régler ça de façon globale. Ensuite, on fait le point sur effectivement ce qui est très important, son identité, puisque dans les protocoles voilà, d'hypnose que pour le coup que nous on utilise, hein, le protocole d'identité est très important. Et donc on a parlé tout à l'heure d'associer, de dissocier, etc., qui fassent bien la différence et surtout cette notion de culpabilité, d'aller travailler sur cette notion de culpabilité. Exactement. Voilà, parce que c'est un humain qu'il a le droit d'avoir ses humeurs et qu'il a le droit d'aimer tricoter, d'aimer faire du cheval, d'aimer dormir, peu importe, qu'il a le droit à ça et qu'il a le droit de l'entendre, surtout. Et qu'il faudrait donc du coup maintenant instaurer, et donc c'est ce que nous on fait, de la psychologie dans leur métier, c'est-à-dire leur faire comprendre pourquoi ils se sont engagés, que derrière leur dévotion, parce qu'on parlait tout à l'heure de vocation, c'est aussi de la dévotion, tu parlais de bonne sœur tout à l'heure, donc que derrière leur dévotion, effectivement, il y a ce fameux triangle de Karpman un petit peu qui vient mettre le bout de son nez et où on va parler d'investissement et de position de sauveur. Voilà. Donc tout ça, on leur parle de ça. Et pour conclure, donc l'accompagnement, donc il y a ces points-là. Et pour conclure, donc tout s'est bien passé. On a identifié le problème. Il a bien compris qu'il y avait une notion d'identité, de culpabilité. Il a bien compris qu'il faisait ce métier, qu'il y avait une raison derrière qui était cachée. Le point est fait. Du coup, quand il part, comment ça se passe? Il repart avec quoi? Avec quel bagage? Et alors oui, je te pose une question. Voilà, t'es pas dans la tête des gens et t'es pas là. Mais Mais du coup, la conclusion, on a fait la trame de l'accompagnement. La conclusion, comment ça se passe? Comment on met le point final à cet accompagnement? ben, en fait, il y a un point final, oui et non. L'idée, moi, je vois le coaching, l'accompagnement de manière générale et celui d'un soignant en mode, je te donne une boîte à outils, en fait, Ouais. adaptée à la personne. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on a des protocoles de base, mais on va évidemment s'adapter à chaque personne. Je sais pas toi, mais moi, je sais que maintenant, je crée des exercices pour chacun, je m'adapte, je remodule des trucs qu'on a appris. Donc, en fait, ils repartent pour moi avec une boîte à outils, une compréhension de leurs mécanismes Mmh. et un champ des possibles, une ouverture des potentiels. C'est vraiment ça. Moi, si la personne, elle part avec ça, je me dis, OK, c'est bon, le coaching, il est réussi. Il y a certaines personnes, des fois, ils arrivent avec une problématique qui est vraiment sur la base, le comportement ou le financier. Donc, Mmh. tu peux pas de suite partir dans des trucs sur l'identité. Tu règles ça. Mmh. OK.
Si après, par contre, les patients, tu vois, j'ai des abus de langage, les coachés arrivent avec une problématique profonde sur l'identité, bon, bah, on tape sur l'identité, et après, on lui donne la boîte à outils. Ça passe par des exercices, ça passe par des travaux, ça passe par l'auto-hypnose, ça passe par plein de petites choses où, en fait, ils partent avec leur petite valise en mode, OK, super. Là, j'ai ce qu'il faut, et si ça va pas, ils ont droit à une piqûre de rappel, ils peuvent nous rappeler de temps en temps, et c'est OK. Donc, pour moi, c'est ça la conclusion. Tu pars avec ta boîte à outils, un champ des possibles et surtout une compréhension de tes mécanismes. Ok, T'arrives avec je suis perdu, je sais pas où je vais et tu repars avec c'est possible. ok. C'est possible où je vais. Et ça, c'est bien. Un accompagnement réussi, c'est-à-dire une personne, un soignant qui repart avec la compréhension de sa problématique. Il ne l'avait pas identifiée au départ. Il comprend qu'il est accompagné parce qu'il est soignant et que c'est particulier, que c'est une vie particulière et donc qu'il mérite un accompagnement particulier. C'est ça. Et du coup, lui-même, après, il sera en mesure de peut-être, parce que alors moi, j'aime beaucoup cette image, tu sais, d'effet domino, puisque Ouais. c'est un soignant, il va côtoyer d'autres soignants, et parce qu'il aura fait le choix de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là, parce qu'il a la compréhension, parce que tu vois, Héloïse, la compréhension, parce que tu es passé par là, et j'aimerais que tu nous donnes quand même un petit peu de ta vie, que tu nous partages un petit peu tes expériences pour clôturer. Donc, mais voilà, il repart avec cet aspect-là et il va pouvoir le transmettre parce que dans sa façon de travailler, l'effet Pygmalion, tu sais, d'inspirer les gens sans forcément dire quoi que ce soit ou de forcer la chose, de dire, les collègues vont dire, ah mais dis donc, depuis que tu es parti voir Héloïse, je me rends compte qu'il y a du progrès, je te sens, oui, alors tu as toujours les mêmes problèmes à la maison, mais j'ai l'impression que ça te pèse moins au boulot. Bah ouais, parce que j'ai compris plein de choses sur moi et qu'aujourd'hui j'appréhende les choses différemment et que même pour les patients, je suis en mesure de les accompagner différemment parce que j'ai aussi cette vision-là, si on se met un peu comme ça en méta, de se dire, bah ouais, bah, le patient aussi réagit comme ça parce que. Donc en fait, ce serait, enfin, la clé, hein, voilà, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est oui, les soignants, faites-vous accompagner par des gens qui connaissent votre problématique. Alors, un psychologue, il va vous dire oui, un psychiatre, il va vous dire oui, je connais, mais ça n'empêche qu'il va traiter des problématiques du quotidien qui va vous faire une psychanalyse qui va durer 10 ans. Et puis parfois, ça a pas de sens, quoi, finalement. Ça n'a pas de sens. Et donc, faites-vous accompagner les soignants par quelqu'un. Si c'est pas Héloïse ou moi, on s'en fiche, ça marche quand même. Par la bonne personne qui vous inspire et qui, voilà, Exactement. avec c'est ça, avec qui ça résonne, avec qui c'est fluide et ça passe, mais par quelqu'un qui a cette notion de un soignant, c'est quand même une personne particulière dans un monde particulier et il faut une approche particulière. Bien sûr, bien sûr. Puis enfin, franchement, c'est exactement ce que tu as dit. Puis à un moment donné, je vais forcer le trait. Tu as besoin de réparer ta voiture. Tu vas pas chez un boulanger. C'est ça. À un moment donné, je suis désolée, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je sais pas, t'as une problématique d'arrêt du tabac. Tu vas plutôt aller sur quelqu'un qui a une compétence hypnose arrêt du tabac que sur quelqu'un qui est spécialisé sur l'endométriose. En fait, c'est juste ça. À un moment donné, c'est de la logique. Et c'est ça qui m'a rendue folle, moi. C'est que le jour où j'ai voulu m'intéresser au coaching et tout, je dis, mais attends, donc il y avait Charlotte qui existait, mais c'était un bilan de compétences, c'est quelque chose de plus carré. Je dis, mais en fait, des coachs pour soignants, ça n'existe pas. C'est ça. C'est une blague. C'est ça. Bon, ben, on va créer notre métier. Et Voilà. me voilà. Et te voilà, voilà Et- Héloïse. Donc, pour les soignants qui nous regardent, forcément, je vous la recommande vivement. Parce que, bah oui, elle a été infirmière pendant 12 ans, qu'elle l'a vécu, elle était dans le chaudron, bien au chaud, elle l'a vécu de plein fouet, et pendant le Covid aussi. Donc, oui, et puis parce qu'il y a plein d'autres choses. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours un petit peu pour clôturer ce live? Parcours soignant, parce que je ne parlerai pas de tout dans ma vie privée. Pas forcément, juste de ce qui peut inspirer les gens et ce qui peut les aider. Euh, vraiment, dans mon parcours, ce qui a été la clé, ça a quand même été ce tour du monde où j'ai arrêté. J'ai fait une rupture avec le monde soignant. Et en fait, justement, moi, ma psychothérapie, ça a été d'être à l'autre bout du monde. Et en fait, à l'autre bout du monde, j'étais dans un pays, je connaissais pas la langue, je connaissais pas le pays, je connaissais personne. J'étais toute seule, moi qui étais 6 ans, si entourée.
Et en fait, ben là, je me suis reconnectée à moi. Et j'ai compris que je pouvais exister autrement qu'en tant que soignante. Donc ça a été la première chose. Ça a été vraiment un moment très fort. Pour moi, c'est passé par le voyage. Pour d'autres, ça peut passer par autre chose, hein. Attention. Mon histoire m'est propre. C'est pas du tout une vérité, hein. Et derrière, quand je me suis relancée en tant qu'infirmière, ça a été de réaliser que nous n'étions que des pions dans ce système et qu'en fait, on n'était pas le problème, on était les porte-parole de quelque chose et que euh, fallait pas avoir honte de dire ça va pas. Cette honte et cette culpabilité. Et derrière, ce qui après a été vraiment l'électrochoc, c'est que personnellement, après, j'ai aussi passé la barrière de soignante à patiente et, euh, et de voir l'envers du décor autrement, d'être soignante, puis patiente, puis redevenir soignante, puis à un moment donné, on dit stop. Et j'avais envie de sortir de cette charge mentale. Donc moi, dans mon histoire, ça a été OK. Ben je veux accompagner les gens, mais autrement. Et la phrase que je dis, c'est que pour moi, prendre soin des soignants, c'est préserver l'humanité dans la santé. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire aujourd'hui dans ce live, c'est qu'à un moment donné, soyez un peu indulgents avec nos petits soignants, que derrière une blouse, il se cache un humain. On n'est pas un robot, on n'est pas le guichet de McDo, on n'est pas, on fait avec nos propres émotions. On n'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a des soignants qui sont affreux. Il y en a, ils sont là pour le côté fonctionnaire, pour le côté. Oui, oui, désolé, hein, je vais être un peu grossière, mais il y a des cons partout. C'est bon, on le sait. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand j'entendais que j'étais dans le public, c'est mes impôts qui payent votre salaire. Ben moi, ma réponse, c'était ouais, mais c'est aussi mes impôts qui payent votre prise de sang à 150 euros, votre scanner à 300 balles et votre chimio à plus de 25 000 euros et que vous n'en voyez pas le prix, monsieur. C'est aussi ça. Que quand l'infirmière, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle oublie votre Doliprane parce qu'elle a 12 patients à charge et que ben elle était en train de gérer une fin de vie et qu'une fois une mamie m'a dit oui mais bon elle est morte celle-là c'est bon maintenant tu peux t'occuper de moi. Oui. Non non c'est du vécu hein. J'en ai mille des histoires comme ça. Bah là ma réponse ça a été bah, le jour où ce sera vous madame vous serez bien contente que je m'occupe de vous plutôt que du Doliprane de la voisine. Ah, bien C'est aussi sûr. ça. Mais après vraiment, ce que je veux dire, c'est que ce métier, personnellement, moi, il m'a détruite. Il m'a fait souffrir. Et pour autant, mes plus belles émotions, je les ai vécues là-dedans. Tenir la main d'une femme en fin de vie qui avait juste peur de mourir seule et avoir pu le faire, c'était un bonheur. Les crises de fou rire avec mes collègues, c'était du bonheur. Les moments pas du tout adaptés où il se passe des trucs improbables, c'est du bonheur. Et que pour moi, malgré tout, ça reste le plus beau métier du monde. Donc ce live, s'il peut servir à quelque chose, c'est juste un peu de bienveillance, un peu d'indulgence. N'oubliez pas que vous êtes patient, c'est chaud pour vous, on le sait. On est à votre écoute, mais on est des humains, on fait comme on peut avec ce qu'on a et que ben vous le voyez pas, mais nous des fois on court partout pour vous ramener votre coussin. Euh, voilà, c'est un peu d'indulgence finalement dans ce monde de brut et que si tout le monde avait un poil plus de douceur les uns envers les autres, ça irait un petit peu mieux quand même. Mais ça reste le plus beau métier du monde pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je veux accompagner les soignants. C'est un peu ma façon à moi de pas quitter le navire justement. Il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, hein. Mais tant pis, je l'assume On pourra en parler et en coaching si tu veux. ah non, mais complètement, je le sais et tant pis en fait, tant pis parce que c'est putain, c'est un putain de métier quoi. Tu vis des émotions. J'ai vécu des mariages sur des patients en fin de vie, un patient Alzheimer qui était complètement Alzheimer et que je lui dis vous m'oublierez pas, très intelligente, hein, patient Alzheimer et qui me dit je vous oublierai jamais, je vous oublierai dans 5 minutes, mais les 5 minutes où je penserai à vous sera les plus belles de ma vie. C'est des moments comme ça aussi. En fait, tu vois, c'est tout ça le monde soignant. Donc là, on a un peu craché dessus, mais c'est aussi très très beau, c'est très puissant. Et donc voilà. Donc prenons soin de nos petits soignants. Ils en ont besoin. Alors voilà, donc toi, c'était ton message de la fin.
Il y aura Ouais. peut-être des questions, on va peut-être laisser 5 minutes s'il y a des questions. Je pense pas, on nous les aurait posées, mais on ne sait jamais. Voilà, j'en profite. Là, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, donc pour nos soignants, pensez à vous.